Alors bienvenue dans ce webinaire XDMAT qui va tourner autour de Vitam. Il me semble que certaines personnes qui sont ici avaient déjà participé à des webinaires qui ont été donnés par XDMAT. Ça fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que ce sont des cycles de webinaires en 3 parties. Une première partie qui est toujours une partie, j'allais dire, de présentation et d'introduction. C'est un petit peu celle qu'on va faire aujourd'hui autour de l'archivage numérique et de Vitam. Une deuxième partie qui est beaucoup plus méthodologique, dans laquelle on rentre à la fois dans des logiques plus fonctionnelles, organisationnelles, également un petit peu techniques selon les sujets qu'on aborde. Et puis une troisième partie qui est pour le coup des retours d'expérience, donc soit directement avec des clients avec qui on a bossé ou d'autres. L'idée pour ce dernier webinaire en réalité n'est pas de le faire en ligne comme on est en train de faire ici, mais d'organiser en fait un événement du côté de Marseille le 22 mai. Donc vous recevrez des informations supplémentaires. Certains se sont déjà inscrits, j'ai vu ça. Mais effectivement, du côté de Marseille, le 22 mai, il y aura une journée d'études autour de Vitam et des retours d'expérience Vitam, avec une logique plus, j'allais dire, stratégie de marché. Alors il y a un certain nombre de partenaires qui seront là, dont des personnes qui sont aujourd'hui ici. On aura l'occasion d'en rediscuter à la fin si vous voulez qu'on en discute un petit peu. Sinon, vous pourrez aller voir sur xdmat.fr. Alors, j'insiste effectivement sur cette première partie. On va parler de Vitam au niveau de la présentation générale. C'est-à-dire que on ne va pas rentrer dans des logiques techniques, on ne va pas ouvrir le capot de Vitam, on en parlera un petit peu de cette chose-là lors du prochain webinaire et de cette deuxième session. Là, on est vraiment là pour présenter ce qu'est Vitam, d'où ça vient, à qui qui sont les acteurs du projet, pourquoi Vitam a été créé, etc., etc. Donc pour ça, et je les remercie, effectivement, il y a 2 personnes aujourd'hui, Marion et Thierry, qui représentent le programme Vitam et qui, éventuellement, à la fin, selon des problématiques particulières, pourront répondre à un certain nombre de vos questions si elles concernent, j'allais dire, plus la partie Vitam en tant que telle, au sens outil. Nous, l'objectif de cette journée, de cette petite heure qu'on va passer ensemble, c'est vraiment d'avoir une présentation générale du programme Vitam et bien sûr de la solution logicielle qui est celle de Vitam. Alors, on a juste, vraiment, je commence toujours comme ça, mais je fais une petite présentation d'XDMAT pour que vous sachiez quand même qui nous sommes, notamment par rapport à justement cette présentation de Vitam. C'est important que vous compreniez qui nous sommes, et j'insiste, nous ne sommes pas ni vendeurs de solutions, alors encore moins bien sûr celle de Vitam, ni intégrateurs ni développeurs. Nous sommes une société de conseil en archivage électronique et en dématérialisation et en gestion de la valeur probante. Et à ce titre, on ne vend aucune solution. On accompagne vraiment nos clients dans le choix des outils qui vont être les leurs, dans le choix de l'organisation qui vont être les leurs pour nos clients. Et c'est vraiment important pour nous que cette partie agnostique, elle soit bien comprise par les personnes qui sont ici. Si on fait un webinaire autour de Vitam, c'est essentiellement, surtout parce que c'est une solution, j'allais dire, qui est en train de sortir, pour lesquelles il y a déjà des retours d'expérience qu'on peut faire, et parce qu'elle va dans le sens de l'état de l'art et du marché autour de l'archivage électronique. Donc c'est important pour nous de faire ce point. Monsieur Lefébure me dit qu'il n'a plus de son. Est-ce que c'est le seul ? Son OK, donc ça doit être le seul. Clément, voyez vos micros. Donc XDMA, c'est une société qui est organisée j'allais dire en quatre logiques de prestations différentes. Une partie AMOA, donc tout ce qui est accompagnement, que ce soit de l'accompagnement amont sur la définition de besoins, sur la rédaction de cahier des charges, sur l'établissement de feuilles de route, etc., etc. Une partie audit, c'est vrai que c'est important pour nous cette partie audit de l'enlever, de la décorréler de la partie AMO, parce que on travaille dans un certain nombre de comités normatifs. Et c'est ce qui nous permet justement de mener des audits précis, que ce soit sur des normes autour de l'archivage électronique. Je pense à la 4213, je pense aussi, alors pas des audits certifiants, mais à des mises en œuvre autour de OIS. Voilà, vous devez savoir de quoi je parle. Également la copie fidèle et durable avec la NF 544 et sa norme 4226. La partie coffre-fort numérique, etc. Donc on est capable de faire des audits, soit de conformité, soit même de labellisation autour de ces outils.
Ça me permet directement de passer à la veille et recherche et développement parce que justement, effectivement, pour pouvoir mener ces audits et cet accompagnement, on est intégré un certain nombre de comités normatifs et on travaille en collaboration, que ce soit avec un certain nombre d'archives départementales, avec les archives nationales, avec le CIAF, avec un certain nombre de logiques de DSI aussi. Formation et accompagnement, on est organisme Datadoc, donc c'est plutôt intéressant. On a intégré un certain nombre de catalogues de formation également. Donc c'est une partie importante de XDMAT aussi. XDMAT est organisé en 3 pôles. Donc vous voyez Thibaut Riba en bas à moi, en bas au milieu, c'est moi, voilà. Et puis une équipe de consultants. Alors ici on n'est pas au complet. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a choisi une implantation géographique. Donc on a une implantation plus particulière à Paris, une implantation à Marseille, une implantation à Nantes, avec actuellement une quatrième implantation qui est en train de se faire à Toulouse. Effectivement, pour j'allais dire, privilégier la proximité avec nos clients, avoir la possibilité d'intervenir rapidement sur les sujets et pas simplement nous déplacer uniquement depuis Paris. XDMAT, c'est une société qui a été créée en 2011, j'allais dire, mais qui a surtout, commencé à travailler plus tôt et qui a commencé à avoir des partenaires assez importants et des clients assez importants autour de 2015. Voilà, donc c'est une société aujourd'hui qui croît à un rythme plutôt maîtrisé, je dirais. On a toute la capacité d'investissement est détenue en interne. C'est quelque chose d'important pour nous de maîtriser cette expansion. Je parlais tout à l'heure sur nos atouts effectivement de l'indépendance d'XDMAT, c'est quelque chose de très important pour nous. On ne vend pas de solution, on n'intègre pas de solution, on ne fait pas de développement spécifique, on n'est lié à aucun éditeur intégrateur et on est capable d'avoir une vision du marché qui soit et agnostique et indépendante pour le coup. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas pour ça que vous êtes ici, mais effectivement, on a chez nous une équipe qui est assez pluridisciplinaire, à la fois composée de records managers, de personnes qui viennent du monde de la DSI, de l'informatique, des juristes. Donc c'est vraiment cette partie un petit peu globale qui est importante pour nous. Donc indépendance et pluridisciplinarité, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment cette chose-là. Écoutez, ça on l'a volé aux archivistes. J'aime bien le mettre parce que c'est la théorie des 4C des archivistes. Donc je vais en oublier un forcément. Communiquer, classer, conserver et j'en oublie toujours un. Communiquer, conserver, classer et je ne sais plus. Bref, vous me direz dans les commentaires de toute façon. Toujours est-il qu'on a repris effectivement cette méthodologie en donnant une logique projet du cadrage jusqu'à la consolidation, c'est-à-dire du début de votre projet. Merci Béatrice, collecter. Et d'ailleurs, c'est comme par là qu'on commence en général. Donc effectivement, du début jusqu'à la fin du cadrage de votre projet, jusqu'à la consolidation avec de l'accompagnement au changement, de la formation, etc., etc. Voilà, merci Béatrice. J'en oublie toujours un dans ces 4C, de toute façon, c'est jamais le même en plus, c'est ça qui est particulier. Donc je vais vous laisser en compagnie de ma collègue, Anne-Maëlle, qui va s'occuper un petit peu de vous présenter Vitam, avec effectivement, je vous l'ai dit, j'insiste vraiment sur cette partie, on est vraiment sur une logique de présentation, c'est une introduction à Vitam. Les sites d'XDMAT sont toujours faits comme ça, une partie introduction pour savoir déjà si ça vous intéresse et ensuite 2 autres parties beaucoup plus précises et qui vont vous permettre à la fois de vous faire une idée si Vitam et ces solutions-là sont faites pour vous, si vous avez bien pris en compte les enjeux de l'archivage électronique, que ce soit sur de l'archivage à valeur historique ou de l'archivage dit intermédiaire, c'est-à-dire durant un cycle de conservation qui correspond plus ou moins au délai de prescription et donc une conservation à titre de la valeur probante de la documentation. Donc on va vraiment tourner autour de ça et effectivement je vais laisser la parole à ma collègue, j'ai bien assez parlé. Bien, bonjour à tous. Donc je suis Anne-Maëlle Goulvestre, consultante en dématérialisation chez XDMAT. Et donc on va regarder ensemble cet après-midi plus en détail donc le programme Vitam, une présentation un petit peu générale. Donc déjà Vitam, bon, je pense que la plupart d'entre vous en connaissent la signification. Donc on est sur les valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire. Donc ça fait le cycle Vitam. Donc on va dans un premier temps reprendre un petit peu d'éléments de contexte et brosser un état des lieux du contexte normatif. Ensuite, on regardera ensemble d'où vient ce programme, pourquoi, quelle a été la genèse de Vitam.
On s'intéressera ensuite aux différentes parties prenantes. Et puis, on regardera voilà, quels étaient les objectifs à la création du programme. Et puis, assez rapidement, Vitam, donc plus en détail, qu'est-ce qu'il y a derrière. Sans rentrer, comme l'expliquait Thibaut, plus en avant dans le cœur vital, les différentes technos, etc., puisque ce sera l'objet du second séminaire un petit peu plus en détail. Alors, donc tout d'abord, je vous propose de nous intéresser à la place de l'archivage électronique dans la dématérialisation, puisque donc un des axes de la modernisation de l'action publique est le passage à une administration numérique, dans laquelle on a des démarches et des procédures qui sont donc de plus en plus dématérialisées. Donc, je vous ai mis donc, sur la gauche de l'écran donc, le développement des téléprocédures, la dématérialisation des flux comptables, donc notamment avec le flux PES-P2, la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité avec le flux ACT, plus récemment donc tout ce qui est facturation électronique avec le portail Chorus et son obligation donc progressive de 2017 à 2020 suivant la taille des entreprises. Et puis également, donc, à titre d'exemple, la dématérialisation des marchés publics depuis le 1er octobre 2018. Donc on voit qu'on a un certain nombre de démarches et de procédures de plus en plus dématérialisées. Dans quel but ? Les gains attendus sont multiples. Donc déjà proposer une meilleure efficacité, puisqu'on va pouvoir mieux maîtriser la dépense, harmoniser les informations disponibles, accélérer également le traitement de toutes ces informations, de toutes ces données, et puis également des gains au niveau de la relation avec l'usager, meilleure accessibilité pour l'usager, plus de transparence, plus d'égalité, donc un certain nombre de points importants. Alors il faut savoir que cette dématérialisation va concerner aussi bien les processus en front office, donc par exemple sur les services en ligne pour les usagers, dont je vais vous parler tout de suite, que tout ce qui va concerner les process au niveau du back-office. Par exemple, tout ce qui est dématérialisation de la gestion des délibérations. Donc dans les deux cas, on va passer donc à une gestion électronique des données et des documents qui transitent dans la collectivité et ou dans le cadre d'échanges avec des partenaires, et à la production de documents numériques. Alors, les documents numériques, on va prendre juste quelques instants pour revenir dessus. Donc, qu'est-ce qu'on entend par document numérique ? Donc, il s'agit d'un contenu stocké dans une forme binaire. Donc, le binaire, c'est des 0 et des 1. Hein. Et donc, il va être manipulé en vue de le reconstruire pour sa restitution et sa lisibilité par l'être humain. Donc, en l'occurrence, par nous. Donc, il faut savoir qu'un document numérique, il peut être créé de plusieurs manières. Donc, on a soit la dématérialisation, ce qu'on appelle native. Donc, dans ce cas-là, on va créer directement sous forme numérique, au moyen d'outils bureautiques, de messagerie ou d'applications diverses, un document dématérialisé. Donc, typiquement, vous prenez un Word, application bureautique, et vous allez venir vraiment initialiser votre document sous format dématérialisé en natif. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation duplicative. Donc dans ce cas-là, vous partez d'un document papier et vous allez créer un document numérique en passant par un processus de numérisation, donc de scan, hein, pour aller plus vite. Voilà. Donc ces deux volets, dématérialisation native et dématérialisation duplicative, donnent dans les deux cas lieu à ce qu'on appelle un document numérique. Donc il faut savoir que l'écrit numérique est vraiment fondamentalement différent de l'écrit papier, puisque dans un document numérique, donc, l'information va vraiment être dissociée du support, contrairement à ce qu'on pouvait avoir sur un document papier classique. Donc ça augmente la difficulté de la conservation par rapport à un document papier, puisqu'il va falloir préserver à la fois le contenu sous forme binaire et les informations qui permettent de réinterpréter ce contenu sous forme binaire. Donc le type de données, les formats d'objets, conservation également obligatoire du support de stockage, de l'outil permettant de lire le document et d'afficher le document numérique.
Et il va falloir en plus donc tenir compte du contexte législatif et réglementaire et de la place qui est accordée donc à l'écrit numérique ces derniers temps. Donc la place grandissante de la dématérialisation, comme on vient de voir, et la production de documents numériques nous amène à faire face à différents enjeux que je vous ai mis, donc qui sont de 3 ordres. Bon, même s'ils se recoupent tous. D'une part, donc les enjeux plus archivistiques, donc avec l'évolution de la notion et de la pratique du dossier. Également, donc l'évolution de la théorie des 3 âges, avec donc Yves Perrotin. Donc, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins de formation archivistique, donc c'est les archives donc courantes, intermédiaires et historiques. Il faut savoir donc que cette théorie est actuellement remise en question par l'archivage électronique pour des raisons techniques, puisque finalement, si un document n'est pas pris en charge dès sa création, il va être difficile d'évaluer son intégrité a posteriori. On a donc également aussi des enjeux techniques, avec donc des contraintes liées au format. Là, on va par exemple éviter de partir sur des formats propriétaires, puisqu'on cherche quand même à avoir quelque chose qui va pouvoir être conservé, consultable sur une durée de vie importante. Également donc les contraintes liées au support, et puis donc la conservation de ces données. Et puis donc le pendant des enjeux techniques au niveau sécurité, avec donc les problématiques d'accès aux données, comment se prémunir notamment du piratage des données, des différents virus informatiques. On retrouve en fait ici les 4 notions d'intégrité, d'authenticité, de pérennité et de confidentialité. Donc pour faire face à ces différents enjeux, on a un contexte normatif qui est quand même assez dense. Alors là, je suis repartie d'un document de l'État qui vous présente le paysage normatif du cycle de vie de l'information numérique et de l'archivage numérique. Donc vous voyez en haut, ça s'étale donc de T0 à T5. Donc ce sont les 6 étapes du cycle de vie de l'information numérique et de l'archivage numérique. Donc T0, la conception du système, T1, production, T2, validation, T3, fin d'usage courant, T4, la fin de la DUA avec donc l'application du sort final, et potentiellement donc T5, la conservation définitive. Donc du coup, on se rend compte que dans le contexte de ce cycle de vie de l'information numérique, on a un certain nombre de normes et de réglementations qui sont à notre disposition, qu'il va falloir quand même respecter. Donc la première, donc, au niveau des normes archivage numérique, la première, je partirais de l'OAIS, donc système ouvert d'archivage d'informations. Donc on est sur le modèle conceptuel destiné à la gestion, l'archivage et la préservation à long terme de documents numériques. Il faut savoir qu'on a aussi donc, des normes techniques comme la NFZ 42013. Donc là, on est sur les mesures techniques et organisationnelles pour l'enregistrement, le stockage, la restitution et la conservation de l'intégrité des documents numériques. On a également la NFZ 42020. On a aussi donc des normes fonctionnelles comme la MOREC et l'ICA-REC. On a enfin donc des normes un petit peu plus, on va dire, en termes de sécurité. Donc je vous les ai rajoutées là. Donc on peut citer à titre d'exemple donc tout ce qui est référentiel général d'interopérabilité, le RGI, le référentiel général de sécurité. Je vous ai mis également donc, le règlement eIDAS, pour tout ce qui est confiance dans les transactions électroniques. Et puis de l'autre côté, donc sur la gauche, les normes un petit peu plus métiers et réglementation d'accès, donc avec le règlement général sur la protection des données, donc l'ancienne loi informatique et liberté, la loi CADA, le code du patrimoine, voilà. On se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de matière en termes de réglementation à respecter.
si on souhaite faire les choses bien. Et donc, on a un contexte normatif applicable qui est quand même relativement dense. Et donc, du coup, on arrive à un constat auquel ont été confrontés donc, un certain nombre d'entités publiques. Jusqu'à présent, les acteurs du secteur public étatique utilisaient donc des techniques d'archivage classiques qui étaient adaptées au volume limité dont la prise en charge leur était proposée. Or, on constate aujourd'hui, au regard de ce que je vous ai présenté en amont, donc la multiplication des processus et des procédures dématérialisées, la création des documents numériques qu'on souhaite archiver, font qu'on a vraiment une augmentation très forte du volume d'archives électroniques et donc le besoin de conserver les données dans le temps, de garantir leur authenticité, leur fiabilité, pour assumer les communications et les actions sur le long terme est de plus en plus prégnant. Donc on avait vraiment besoin d'avoir une solution à ce niveau-là. Et c'est là que le programme Vitam apparaît, entre guillemets. Donc Vitam, je vous l'ai remis, donc valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire. Donc le programme Vitam, c'est un programme interministériel qui est donc soutenu et financé donc, par 3 ministères. Les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère des Armées et le ministère de la Culture. Donc, pourquoi ces 3 ministères-là ? En fait, c'est simple. Le ministère de la Culture, c'est celui qui est vraiment investi de la mission d'archivage définitive pour tous les ministères, pour tous les autres ministères, à l'exception du ministère des Affaires étrangères et de la Défense, qui vont procéder eux-mêmes à leur archivage, pour leur production, puisqu'ils ont des contraintes spécifiques à respecter. Donc les ministères porteurs du programme sont représentés par leurs services informatiques et leurs services d'archives, opérateurs et services de tutelle. Ça, c'est très important, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est vraiment l'association du public d'archivistes et de techniciens, d'informaticiens, on se met tous autour de la table et proposer une solution qui respecte le plus les besoins archivistiques et leur transcription en exigences techniques. Donc l'objectif de Vitam, les objectifs derrière le programme Vitam, ils sont au nombre de 3. Donc le premier, développer un logiciel libre d'archivage numérique. Donc déjà, premier point important, le logiciel libre, qui soit capable de gérer, préserver et donner un accès à long terme aux archives numériques qui lui sont versées. Donc, la mise à disposition d'un back-office. Ça, c'est très important, puisqu'on verra que c'est ce qui compose finalement le cœur Vitam. Deuxième objectif, donc s'assurer que ce logiciel va être utilisé, bien sûr, au moins par les 3 ministères porteurs du programme, afin de construire leur propre plateforme d'archivage numérique. Et puis donc, troisième objectif, dupliquer, entre guillemets, généraliser, permettre une réutilisation la plus large possible du logiciel via les partenariats avec d'autres entités publiques. On verra que, même si initialement ça a été pensé pour des entités publiques, il est complètement envisageable de le généraliser à des acteurs du secteur privé, si on le souhaite. Alors, les 5 briques du programme Vitam. Donc, Vitam, c'est pas uniquement le développement du SAE, donc système d'archivage électronique. Ça comporte en fait 5 projets. En fait, il y en a un petit peu plus aujourd'hui puisqu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Le premier, c'est la conception, la réalisation et la maintenance mutualisée de la solution générique qui sera donc réutilisable pour l'archivage électronique. Donc ça, c'est vraiment le premier volet, la première brique, le projet de solution logicielle, ce qu'on appelle Vitam. Et ensuite, mise en place ou mise à jour dans chacun des 3 ministères des plateformes d'archivage qui utilisent cette solution logicielle Vitam. Donc, on a plusieurs projets ministériels. Donc, on a Saphir pour le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. On a donc Adamant pour le ministère de la Culture et de la Communication, Archives nationales. Et on a Archipel pour le ministère de la Défense. Donc pour ces 3 ministères,
le plus important, donc ça va vraiment être de vérifier les différents prérequis minimaux nécessaires au bon fonctionnement de la solution Vitam, l'installation de la solution logicielle au sein de leurs différents systèmes d'information, l'interfaçage avec une ou des applis métiers type ayant besoin de recourir aux services offerts par la solution logicielle Vitam. On verra comment on peut attaquer Vitam. Et puis donc accompagnement lors de la mise en exploitation, conduite du changement, etc. Et puis donc la cinquième brique, c'est vraiment la diffusion de la solution logicielle Vitam en favorisant et en fédérant l'ensemble des actions de soutien financier, de sensibilisation et d'accompagnement en matière d'archivage électronique en dehors des 3 ministères porteurs du programme. Donc le projet nommé ADSOR est piloté par le ministère de la Culture et de la Communication à travers le SIAF. Donc ça permet En fait, c'est un petit peu plus large parce que ça permet d'obtenir des subventions pour mettre en place de l'archivage électronique, au sein desquels, parmi lesquels, vous pouvez avoir Vitam. Et il faut savoir qu'on n'est pas... l'ADSOR, c'est pas que pour Vitam. Il faut bien que ce soit clair par rapport à ça. Alors Vitam, pour revenir un petit peu rapidement donc, sur les origines, il faut savoir que la réflexion a été initiée donc, dans les 3 ministères porteurs dont je vous parlais dès les années 2011-2012. Ensuite, en 2013, on a eu une validation du programme Vitam par le SIAF. Donc le SIAF, c'est le comité interministériel aux archives de France. Donc ça, c'était en juillet. Puis donc un avis favorable accordé par la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de la communication de l'État. Donc ça c'est pour 2013. En 2014, donc, on commence à monter les demandes de financement pour être éligible donc au PIA, les programmes d'investissement d'avenir. 2015, donc signature de la convention entre les 3 ministères et les services du Premier ministre. Et ensuite, donc, lancement officiel sous le pilotage de la DINSIC et du SIAF. Et puis, donc, 2016, notification des marchés et lancement des premiers développements. Alors, quels sont les acteurs du programme Vitam ? Donc, on a donc les porteurs du programme, la direction interministérielle des systèmes d'information et de la communication. Le sponsor, donc, c'est le délégué interministériel aux archives de France. Les ministères porteurs, donc, ce sont les 3 ministères que je vous évoquais, donc ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le ministère de la Culture et de la Communication, et enfin donc, le ministère de la Défense. Les instances de contrôle, donc le commissariat général à l'investissement et la Caisse des dépôts et des consignations, qui vont être chargées donc, de contrôler les dépenses, puisqu'elles sont effectuées dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, du PIA dont je vous parlais. Ensuite, on a l'équipe noyau Vitam, donc ce sont les personnes mises à disposition par les ministères porteurs, donc par les 3 ministères, pour assurer le suivi du développement, du programme, auprès du porteur du programme, du sponsor et des instances de contrôle, et surtout donc concevoir et réaliser la solution logicielle Vitam. Ensuite, on a les équipes ministérielles d'implémentation. Donc là, ce sont les personnes qui, donc, au sein de chaque ministère porteur, sont responsables de l'implémentation de la solution logicielle Vitam dans leur plateforme d'archivage. Donc, c'est les équipes responsables des projets Saphir, Adamant et Archipel, dont je vous parlais, des trois ministères. Ensuite, on a l'équipe programme Vitam. Donc là, c'est composé de l'équipe noyau Vitam et des équipes ministérielles d'implémentation. Et ensuite, l'équipe programme Vitam étendue, donc ensemble composé des membres de l'équipe programme Vitam et des équipes responsables des projets d'implémentation de la solution Vitam dans des institutions qui sont engagées soit à la mettre en œuvre, soit à participer aux différents travaux de conception. Alors, les objectifs de Vitam, donc on l'a vu, donc c'est vraiment la mise en place d'une brique logicielle d'archivage électronique, qui soit valable à la fois pour l'archivage courant, intermédiaire et définitif. Ça, c'est important, puisqu'on voit qu'on va vraiment agir sur les différentes étapes de la vie de vos archives. Et surtout, donc, qui soit adaptable pour l'ensemble des administrations et des opérateurs. Donc ça, c'est la première visée. Mais également, à terme, pour le secteur privé.
Donc, ce qui est vraiment important, c'est donc on va partir sur un logiciel libre et gratuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune dépendance en termes de modèle économique, pas de dépendance à un éditeur privé, par exemple. Une solution qui soit facilement interfaçable, donc pour chacun des opérateurs qui souhaiteraient la mettre en œuvre. Et puis, donc, qui permettent la gestion unitaire et sécurisée de milliards d'objets. Donc, un volume vraiment très, très important d'archives, si besoin. Donc, on part sur un outil vraiment générique, aussi neutre technologiquement que possible, donc, avec donc, ces conditions d'interopérabilité. Et cet outil a vraiment été donc conçu, comme je vous le disais en introduction, par des archivistes de l'État et qui vont travailler donc de concert avec des techniciens, des informaticiens pour mettre en place ce programme. Alors c'est donc ce qui a été retenu pour le développement de Vitam, c'est ce qu'on appelle donc le mode agile. Donc ça parlera sans doute aux informaticiens qui font partie du webinaire, s'il y en a. Donc on part sur des cycles d'itération courts, avec donc chaque année un passage de version majeure. Donc on parle de méthode en mode agile, itérative, incrémentale. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment s'adapter au fur et à mesure et on va fonctionner en termes de cycle. Donc on va procéder à des développements, on va effectuer des tests au fur et à mesure, on les fera porter par les utilisateurs. Et puis, on va appliquer les corrections s'il y a besoin, permettre de corriger au fil de l'eau les éventuels dysfonctionnements. Et ensuite, on intègre. Donc, ça permet vraiment d'éviter les mauvaises surprises lors de la livraison finale et vraiment de corriger au fur et à mesure les éventuels soucis ou les adaptations qui seraient nécessaires. Et donc, pour ça, on associe les utilisateurs vraiment tout au long des développements. Ça, c'est très important. Donc, un public informaticien associé à des archivistes pour proposer donc une vraie synergie entre le besoin fonctionnel archivistique, les exigences techniques et puis également le respect du contexte normatif applicable dont je vous parlais tout à l'heure, qui est quand même assez fourni. Alors rapidement sur le calendrier, donc on s'est arrêté les origines en 2016, donc avec les premiers développements. Donc là, c'est en source, je l'ai pris donc sur le programme Vitam. Il faut savoir que donc en 2016, on a eu donc les livraisons d'une version bêta. 2017, des premiers tests d'intégration et développement de front office. 2018, on a eu une première version, livraison d'une première version en production, la V1. Donc le schéma n'est pas à jour puisque là sur le schéma vous voyez que la livraison de la version 2 était prévue à la fin de l'année 2018. Bon, c'était juste un tout petit peu décalé, elle a été livrée là il y a une quinzaine de jours, donc début 2019. Et puis donc on attendra la version 3 pour la fin de l'année 2019 pour que donc en 2020 on passe sur une phase de maintenance et d'amélioration continue de la solution logicielle. Alors, ce que permet Vitam, bon, vraiment pour résumer dans les grandes lignes. Donc, premièrement, Vitam va permettre de traiter plusieurs milliards d'objets. Donc, on est vraiment sur des volumétries très très importantes. Ça a été testé en V1 pour 100 millions d'objets, pour vous donner un ordre d'idée. Et on va continuer d'augmenter la volumétrie d'archives et de métadonnées à supporter. Deuxièmement, Vitam, on l'a dit, c'est à la fois pour de l'archivage courant, de l'archivage intermédiaire et de l'archivage définitif. Donc ça, c'est très important. Vous adressez vraiment les trois possibilités. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que on permet des fréquences de versement et d'accès variables. Ensuite, donc Vitam, c'est aussi une solution, ce qu'on appelle multitenant, donc avec un cloisonnement systématique des archives et des informations système par organisation utilisatrice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser dans un contexte mutualisé. Ensuite, donc, ça gère tout type d'archives numériques, que ce soit du texte, de l'audio, de la vidéo, images, plans, bases de données, etc. Et puis enfin, Vitam, ça permet d'adresser donc des fonctionnalités archivistiques traditionnelles
Donc pour ce qui concerne les entrées, indexation, gestion des métadonnées, récollement, recherche et consultation, gestion de cycle de vie classique. Et en plus, des fonctionnalités qui vont vraiment être spécifiques au numérique. Donc la gestion des infrastructures de stockage, la gestion de la valeur probante, la pérennisation des fichiers, notamment à travers le modèle OAIS, dont on parlait tout à l'heure. Alors, donc, Vitam de plus près. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ce en quoi consiste Vitam. Il faut savoir que Vitam, c'est vraiment uniquement un back-office. Donc, c'est un socle de gestion unifiée des métadonnées qui va devoir être associé avec des applications donc, en amont, donc interface graphique, connecteur avec d'autres applications, et association aussi en aval avec des offres de stockage, donc qui peuvent être physiques ou logiques, bien sûr. Mais Vitam, vous n'avez pas de front office. Vous avez une IHM d'administration pour l'administration technique et fonctionnelle de la plateforme et une IHM minimale pour pallier à l'absence temporaire d'un front office. Donc Vitam devra forcément être interfacé avec des applications frontales d'accès, donc vos logiciels métiers, SIA, GED, etc. Mais il faut savoir que Vitam propose donc une API pour venir attaquer ce cœur en fonction de la façon dont vous voulez y avoir accès. Alors Vitam recourt aujourd'hui aux dispositifs les plus performants, donc sans rentrer dans le détail. Je vous ai listé quand même les points les plus importants. Donc les formats d'entrée et de sortie des archives respectent le CEDA 2.0, donc ça c'était pour la V1, et le CEDA 2.1 en V2. Donc permet, si vous voulez, donc l'utilisation des concepts de profil d'archivage, d'unité archivistique, d'objets techniques, etc. Les développements donc sont faits en Java. Utilisation donc de technologies avancées de NoSQL, donc la suite Elasticsearch, MongoDB, etc. Et l'exploitation du logiciel se fait sous environnement Linux, virtualisé ou non, CentOS et Debian. Alors voilà pour la présentation vraiment très très générale de Vitam avec les grandes lignes. Dans le prochain webinaire, donc le webinaire numéro 2, on viendra un peu plus en détail pour répondre à la question de est-ce que Vitam est fait pour vous. Donc on vous proposera une méthodologie d'étude, quelles sont les questions à se poser, quelles sont les contraintes à prendre en considération, notamment en termes de charges d'exploitation, de mise en œuvre, de personnel dédié, etc. Les différents avantages et inconvénients de la solution, logique d'infrastructure et d'architecture. Et puis, les alternatives éventuelles si on arrive à la conclusion que effectivement c'est pas forcément la solution Vitam qui est la plus appropriée en l'état par rapport à votre besoin d'archivage électronique à aujourd'hui. Alors, j'en ai terminé. On va vous donner la parole maintenant si vous avez des questions par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser donc soit le chat, soit on vous remet le micro, enfin demandez-nous et puis ou activez vos micros. Voilà, merci. Merci Anne-Maëlle. Du coup, effectivement, pour conclure peut-être, vous avez dû le comprendre hein, sur la partie Vitam, il y a un certain nombre de choses à retenir. Oui, c'est un peu ça. D'abord que c'est un programme qui vient des ministères, qui vient de l'État, central, et qui a une volonté au-delà des 3 ministères de se, entre guillemets, décentraliser, d'être utilisé par un certain nombre d'administrations publiques et également un certain nombre éventuellement de collectivités de métropole. Quelque chose qui n'avait pas initialement été prévu. Non, je retire ce que j'ai dit. Peut-être qu'il avait été prévu, mais en tout cas, l'outil n'a pas été créé pour ça, c'est la sphère privée. À savoir aussi qu'effectivement, Vitam, par rapport à ses caractéristiques, peut tout à fait s'intégrer dans une sphère privée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect back-office. Quelque chose de très important, c'est que Vitam n'a pas d'IHM. Donc ce que disait Anne-Maëlle tout à l'heure, c'est qu'il va falloir utiliser des interfaces homme-machine pour
pour donc l'interface qui vous permet de consulter le logiciel, soit d'outils que vous possédez déjà, par exemple des systèmes informatiques d'archives ou des GED, soit développer des IHM particulières pour accéder à Vitam. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et si j'avais une troisième chose à retenir aussi, ça serait la partie volume. Anne-Maëlle a insisté sur ça aussi, plusieurs fois sur la partie milliard d'objets. Effectivement, Vitam, c'est un logiciel qui est assez solide et qui permet d'avoir en son sein un certain nombre de documents, et on compte en milliers, en millions, et à terme, bien sûr, en milliards. C'est important, cette logique de volume, puisqu'on le verra la prochaine fois, justement, c'est aussi un peu ce qui détermine l'architecture de la solution, qu'elle soit logicielle ou qu'elle soit technique, après, dès lors qu'on l'installe dans des environnements. Et effectivement, ça peut être assez contraignant. Et on viendra sur ces contraintes-là dès lors qu'on rentrera dans des logiques qui sont un petit peu plus techniques lors du prochain webinaire. L'intérêt ici, c'était vraiment de vous faire passer ce message à la fois sur la logique de Vitam, ces logiques de développement, le fait qu'aujourd'hui nous sommes en version 2 de Vitam et que ça continue d'évoluer au moins toute l'année 2019. Et puis effectivement les briques techniques, Anne-Maëlle parlait d'Elasticsearch, MongoDB, on a aussi des outils de surveillance de type Kibana, on utilise le CEDA en 2.1, donc qui est la dernière version entre guillemets du CEDA, donc on est sur des briques technologiques qui sont assez avancées. Parmi les personnes qui sont là, on pourra peut-être parler, que ce soit ici ou ailleurs, vous possédez peut-être déjà des systèmes d'archivage électronique ou vous êtes en voie d'acquisition de ces choses-là. Effectivement, ces informations pour vous sont importantes. Back-office, pas d'IHM, gros volume, très important parce que l'architecture va avec ces gros volumes, et puis in fine les briques, j'allais dire, techniques qui sont avancées. Voilà. Donc effectivement, faut pas hésiter à... Je vais arrêter simplement de partager mon écran parce qu'ici il y a ce puissant fond dès lors que j'enlève le schéma. Donc soit deux solutions, soit vous pouvez ouvrir votre micro et directement poser la question pour qu'on puisse discuter, ou deuxième solution, si vous êtes un peu timide, vous pouvez poser la question sur le chat, il n'y a aucun problème. On a encore un petit 10 minutes, un quart d'heure, même un quart d'heure parce qu'on a commencé à 35 pour répondre à vos questions. Sachant qu'effectivement, je le répète, on a 2 personnes du programme Vitam qui sont là, et ne pas hésiter, en tout cas j'hésiterai pas à les faire intervenir si une question est pure développement, parce que comme vous l'a dit, nous XDMAT, on ne participe pas du tout au développement, on est une société d'accompagnement, donc ils seront peut-être sur certains sujets plus à même à vous répondre. Nous, on peut avoir peut-être un œil plus critique que. Voilà, j'aime bien dire ça aussi, ça permet de bien séparer les choses. Alors, Julien Benedetti propose, est-il prévu que Vitam propose des services de stockage? Alors, il y a peut-être 2 réponses à vous faire. Julien, la première, c'est qu'il y a déjà des tiers archiveurs qui se sont lancés dans la mesure où c'est un logiciel libre. Vitam, certains tiers archiveurs ont déjà pris le cœur Vitam et l'ont, ont créé leur propre IHM et le proposent à la vente, plutôt à l'utilisation en mode SaaS, pour pouvoir faire de l'externalisation d'archives intermédiaire pour le coup, parce que vous le savez, l'externalisation d'archives définitives n'est pas autorisée par rapport au code du patrimoine. L'hébergement externalisé l'est, mais pas l'externalisation. Je reviens pas sur la différence, c'est assez subtil, mais c'est structurant. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est plutôt ce que vous êtes en train de proposer, de demander, j'imagine, c'est est-ce que le programme Vitam en tant que tel va proposer justement, entre guillemets, ce mode SaaS directement par l'État. Est-ce que cette question, la question que vous posez, c'est celle-ci? Oui. Écoutez, je vais laisser éventuellement Thierry et Marion répondre. Si vous pouvez activer votre micro, parce que là, c'est une question qui vous est plus destinée pour le coup. Donc. Alors, il y a un projet de mutualisation et d'hébergement qui s'appelle VAS, Vitam as a Service, mais qui sera réservé plutôt à des membres institutionnels, genre les ministères. Pour le moment, la cible de cet hébergement mutualisé, c'est plutôt les ministères. Qui vont être contributeurs financiers, en fait. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas
pas d'autres projets en ce sens. Non. Sachant qu'il y aura quand même dans le projet VAS une interface qui sera par-dessus Vitam, donc ça, ce sera partie SAE, qui sera développée et qui serait, a priori, développée dans le même esprit que Vitam, donc disponible en open source. D'accord, C'est une on en est qu'à la genèse du projet. Donc je peux pas vous en dire davantage sur ce point, mais bon, effectivement, il y a cette idée-là plus qu'en l'air, puisqu'il y a déjà un programme qui est en cours d'élaboration, mais bon, après les échéances, je peux pas en dire plus. Et oui, c'est une sorte d'offre SaaS, mais à destination des ministères. En tout cas, pour le moment, c'est ce que vous dites. Pour le moment, la cible, oui, c'est les ministères. Avec un front-end par-dessus, enfin un front par-dessus, qui serait développé. Les collectivités, pour le moment, ne sont pas dans la cible des utilisateurs de ce système SaaS. D'accord, mais de ce que je comprends, c'est que vous pourriez très bien mettre sur le même système que Vitam, l'IHM que vous auriez développé libre, ce front, pour qu'ensuite les utilisateurs, collectivités par exemple, aient la possibilité d'utiliser le cœur Vitam et l'IHM que vous avez mis à côté. Oui. Si le programme reste tel qu'il est défini actuellement, oui, c'est possible. Après, bon, il y a des décisions politiques qui peuvent amener à faire varier le prix, mais pour l'instant, c'est bien ça. Très bien. On va couper le micro en attendant, s'il y a d'autres questions. Julien, est-ce qu'on a répondu à votre question? Enfin, est-ce que Thierry et Marion ont répondu à votre question plutôt? Pas moi. Alors, des contacts avec l'ADF, AMF ou ARF existent-ils pour des développements d'IHM par niveau, avec la possibilité d'avoir des partages par niveau? Moi, de mon côté, Archives de France, etc., j'ai pas d'infos particulières, j'ai pas eu de retour à ce sujet. Donc peut-être Thierry, est-ce que vous en avez? Marion, moi j'en ai pas de ce côté-là, mais alors c'est plutôt Mélanie Rebourg qui serait plus à même de répondre à ces questions-là, mais il me semble pas en tout cas. Je crois que non, effectivement, c'est une bonne remarque, mais je crois que non, effectivement. Non, parce que non, a priori, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on va quand même prendre la question parce que c'est intéressant. Peut-être via le décante, mais je suis pas sûre en fait. Et j'ai pas vu ça via Décante, effectivement. Ouais. Donc, Décante qui est un programme un peu de diffusion auprès des collectivités. À voir. On va voir nous parce que effectivement c'est intéressant. On va voir. Merci Thierry, Marion. Clément nous pose, et donc quel est l'intérêt pour un client de prendre Vitam alors que les tiers archiveurs proposent des SAE agréés par le CIRF? Alors j'en vois déjà un, c'est que le tiers archivage au sens externalisation sur de l'archivage définitif aujourd'hui ce n'est pas possible. On ne peut archiver que de l'intermédiaire en externalisé. C'est pour ça que je faisais bien la différence entre l'hébergement externalisé et le tiers archivage, qui sont quand même deux choses différentes. Donc ça c'est la première chose. Après sur la partie l'un plutôt que l'autre, j'ai envie de dire c'est plus là on rentre dans une logique de marché, c'est-à-dire c'est plus si on parle de tiers archivage uniquement, hein, c'est plus une logique de marché, c'est-à-dire que on va rentrer dans de l'établissement d'un cahier des charges, des besoins fonctionnels et une offre chiffrée derrière. Donc pour répondre à la question de Clément, je pense qu'il y a ça aussi derrière. Les tiers archiveurs qui sont aujourd'hui sur le marché, je pense, auront toujours leur existence telle quelle. Il y a des tiers archiveurs qui ont fait le choix de partir sur Vitam et d'utiliser Vitam comme étant leur logiciel pour faire du tiers archivage, notamment en utilisant le multitenant notamment. Mais sinon, le mot intérêt, il n'y a pas d'intérêt particulier. Il n'y a pas d'intérêt particulier, puisqu'on rentre dans une logique après de consultation, d'appel d'offres, et j'allais dire c'est le mieux-disant au sens qui remplit les besoins fonctionnels et qui a un coût qui est dans les clous du client. Mais je pense que c'est ça. D'autant que la partie IHM, aujourd'hui Vitam n'en propose pas, donc les tiers archiveurs qui font ce choix-là vont devoir partir à un moment donné sur du développement pour faire du front. Après, voilà, c'est plus la logique intérêt. Je vois pas, j'allais dire, d'intérêt sur la partie tiers archivage.
puisqu'on va rentrer dans des logiques de marché. Donc après, c'est plus rapport, entre guillemets, pour prendre le plus gros raccourci que je peux prendre, le meilleur rapport qualité-prix, et autres solutions pourraient, dans certains cas, tout à fait avoir des rapports qualité-prix qui soient plus intéressants. La partie tiers archivage, elle est pas tout à fait, j'allais dire, intéressante pour comparer Vitam par rapport à d'autres, parce que c'est des infras qui sont décentralisées. Je le disais tout à l'heure, Vitam a une de ses qualités, c'est de gérer des volumes, des très gros volumes, avec de l'installation de premise, et puis un certain nombre de microservices qui fonctionnent en parallèle pour surveiller tout ça. Sur la partie tiers archivage, effectivement, à part peut-être l'utilisation du multitenant, mais là c'est plus pour les sociétés qui font du tiers archivage, non pas pour les clients de ces sociétés, que ça a un intérêt. Mais voilà, si je reprends le mot d'intérêt, je dirais pas d'intérêt plus qu'un autre, dès lors que les aspects fonctionnels sont remplis par une solution plutôt qu'une autre dans le cadre d'une consultation. Et il faut savoir qu'un tiers archiveur qui utiliserait Vitam est quand même obligé de se faire agréer en utilisant Vitam par le SIAF. Tout à fait, bien sûr. L'utilisation de Vitam, on utilise Vitam en tant que SAE comme on utilisera un autre concurrent un autre outil concurrent sur le marché. C'est indépendant de l'agrément en fait. Il faut toujours, en installant Vitam, soit se faire homologuer, soit se faire agréer par le SIAF ou un certificateur. C'est important parce que justement l'agrément SIAF, il se base certes sur quelques logiques fonctionnelles, mais c'est un audit qui est quand même assez centré sur la sécurité, sur l'infrastructure, sur l'architecture qui est mise en œuvre, et en fait, j'allais dire, peu importe l'outil en fait. Effectivement, c'est l'audit d'un outil installé dans un environnement. Donc effectivement, Vitam de toute façon doit passer cet agrément, c'est clair. Alors, a-t-on une idée des coûts des devs des IHM? Ben voilà, là c'est typiquement des informations qu'on verra lors de la journée du 22. Alors, il faut savoir que, comme le disait tout à l'heure Anne-Maëlle, justement, il y a plusieurs solutions en fait pour utiliser Vitam. Vu que Vitam est un back-office, on pourrait utiliser des applicatifs qui existent déjà, notamment la JET par exemple. Je sais que Smile, qui est partie prenante du programme Vitam, puisqu'il réalise des développements, ont déjà et travaillent sur le fait d'utiliser l'IHM d'Alfresco avec derrière le back-office de Vitam. Donc là, c'est plus une logique d'intégration plus que de développement d'IHM. Il y a autre chose aussi, je pense à des sociétés par exemple que j'ai vu dernièrement comme Locarchive, eux qui ont développé en fait toute une IHM particulière, qui a rajouté d'ailleurs un certain nombre d'autres choses qui sont pas totalement et strictement liées à l'archivage électronique, mais en gros l'IHM est déjà faite, et donc si on installe cette solution-là en premise, d'ailleurs qu'on apprend de archivage, mais là pour le coup, pour répondre à votre question, qu'on l'installe en premise, on va bénéficier de cette IHM-là, et en fait on va la payer dans une logique d'intégration ou de licence. Je connais pas le modèle économique de Locarchive. Et la dernière réponse qu'on peut vous faire, c'est le coût de dev des IHM. Il y a d'autres sociétés qui sont parties du principe de dire chaque client a sa problématique par rapport à l'archivage électronique, et donc on va développer des IHM qui soient particulières. C'est notamment le cas d'Atos. Moi, j'ai travaillé avec eux dans un certain nombre de sujets. Si je dis pas de bêtises, il y a Georges qui est là. Donc, si Georges, tu peux donner une réponse particulière sur la partie IHM pure, tu peux ouvrir ton micro et éventuellement répondre à Julien. Bonjour. Bonjour. Alors, pour répondre à la question de Julien, ça dépend toujours de jusque là où le client veut aller. Après, ça démarre très bas et ça va faire voilà. Je pourrais lui donner un ordre d'exemple par mail pour une vision plus globale, s'il le souhaite. Je n'ai pas de chiffres là tout de suite, je n'étais pas prêt à vous répondre à cette question. En fait, c'est vrai que dès lors que nous, on a vu par exemple, Georges était là, plusieurs personnes qui sont dans le webinaire, il était aussi. Il y a eu une présentation d'Adamant, puisque Adamant, le projet pour les archives nationales du ministère de la Culture, est rentré en production fin novembre, donc on a déjà un retour d'expérience de Vitam en production, et on a vu donc une démo de cet outil. Alors c'était plus une vidéo démo plus qu'une démo en live, mais effectivement on est sur des IHM et des fonctionnalités archivistiques qui sont très poussées. Et effectivement, ce que dit Georges, ça dépend ce que veut le client, c'est plus la logique fonctionnelle qui est derrière la logique client. Là, on avait du dépôt manuel, il me semble, on pourrait très bien utiliser Vitam uniquement avec du dépôt automatique. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on ne va pas développer d'IHM pour faire du dépôt manuel. Par exemple, je prends cet exemple au hasard, mais
voilà, peut-être pour aller dans le sens. Mais c'est vrai que sur le coût des IHM, on a toujours la réponse, ça dépend. C'est normal, genre je t'en veux pas, mais bon, c'est effectivement ça dépend du besoin. Mais bon, voilà, si Julien voit avec Athos, il n'y a pas de souci. Je vais juste rebondir actuellement on livre Vitam, certes en back office, mais il y a des IHM minimales de démonstration qui certes ne sont pas forcément pratico-pratiques pour un archiviste qui a l'habitude du papier, mais qui néanmoins permettent d'avoir des IHM minimales pour faire des fonctionnalités de transfert d'archives, etc. dans le cœur Vitam. Donc ça peut répondre à certains besoins pour à court terme. Après, c'est vrai que c'est pas l'idéal non plus si on veut utiliser ces IHM dans toute une organisation. Voilà. Nous, c'est vrai que ces IHM de démo, elles sont plutôt pratiques quand on veut faire des POC ou quand on veut tester des versements CEDA ou qu'on veut faire des choses comme ça. Effectivement, c'est pratique. Oui. On a des partenaires qui vont partir sur ces IHM. Après, personnellement, c'est vrai que je trouve que pour des utilisateurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça peut être un début en tout cas. Un point de départ, ouais. et puis commencer à travailler sur le fonctionnel justement. Comment on verse, qu'est-ce qu'on verse, travailler les plans de placement, etc. Un POC évolué. Sachant, oui. Que pour répondre un peu différemment à la question, il y a quand même des grands comptes, le ministère des Armées, qui eux achètent un produit sur l'étagère pour mettre en front de Vitam. Donc ils achètent le logiciel et ils vont faire développer les API, les interfaces avec les API et l'adaptation du logiciel. Mais il y a aussi cette possibilité-là. Un logiciel effectivement qui, pour partie, se vendait comme étant un SAE justement. Tous les archivistes, ou plutôt des spécialistes, est-ce que ça veut dire tous les archivistes au sens, est-ce que ça va se généraliser dans l'archivistique en France, dans les départements ou dans les municipalités, ou ailleurs, ou est-ce que votre question c'est plus, dès lors qu'on a un Vitam, est-ce que Vitam va être utilisé par quelques key users, et en fait la majorité des archivistes ne verront pas cette chose-là? Est-ce que c'est plus ça votre question, Julien? C'est la deuxième question. Alors là, on va rentrer dans les process. Je pars par rapport à ce qui existe. Aujourd'hui, quand vous avez un système d'archivage, aujourd'hui, du type du on-premise par exemple chez vous, du Azalae, hein, pour citer que le plus connu et le plus déployé, vous n'avez pas l'entièreté de vos archivistes et des utilisateurs qui utilisent ça. On va avoir des profils particuliers et un accès, d'ailleurs, qui est en général, je dis bien, tout dépend de l'organisation, plutôt restreint. On va avoir des personnes, on va avoir des versements plutôt automatiques qui vont arriver dans l'outil, des personnes qui vont administrer l'outil, notamment décrire les services versants selon l'ISAR, faire du paramétrage sur des droits d'accès, paramétrer les profils d'archivage, et d'autres profils qui vont plutôt, j'allais dire, valider les versements qui vont arriver. Pour la partie consultation, effectivement, les IHM de Vitam et d'autres outils qu'Azalae, je pense par exemple par exemple celui de nos archives pour reprendre l'exemple de Clément tout à l'heure, ou pour reprendre l'outil de Clément, ou bien des outils comme EasyFolder par exemple proposent des fonctionnalités de recherche avancées. C'est vrai qu'avec Azalae, c'est un peu plus compliqué, donc on va se baser sur des spécialistes. Si je devais vous répondre et si je vous accompagnais, nous on est plutôt dans la définition de profils particuliers et d'un accès au SAE, j'allais dire, pas comme une GED, c'est pas un outil de production, on est vraiment sur un outil de conservation et on va venir chercher dans cet outil dès lors qu'on a besoin de prouver quelque chose, valeur probante, ou dès lors qu'on va rentrer dans la documentation numérique définitive. J'insiste aussi sur cette deuxième solution. Aujourd'hui, l'état de l'art montre que la majorité des fois, dès lors qu'on rentre dans le 4e C, la partie communication, on communique plutôt au travers de un SIA. Et dans ce cadre-là, on va plutôt interfacer le logiciel d'archivage électronique avec le système informatisé des archives pour faire tout ce qui est diffusion. Je ne sais pas, je pense pas que Vitam va faire particulièrement évoluer l'état de l'art dans ce système organisationnel. Je suis pas sûr, vraiment. Je suis pas sûr que Vitam, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, soit plus ouvert
en termes de consultation ou d'utilisation qu'un autre logiciel. Donc je dirais plutôt que ça va s'adresser à des archivistes spécialistes d'abord de l'archivage électronique et par profil, donc à la fois des profils de valideurs, des profils de valideurs de versement, je veux dire, d'administrateurs, également aussi de contrôle scientifique et technique au sens destruction des documents. Et voilà, je pense pas que ça va s'adresser à tous les archivistes à l'intérieur de votre structure. Encore 2 petites minutes, on va tirer jusqu'à 40 et dépasser de 5 petites minutes, mais si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et puis de toute façon, Anne-Maëlle ou moi, hein, on va vous envoyer le support aujourd'hui, vous aurez le support de toute façon. Vous aurez aussi le replay, parce qu'on met toujours un replay sur YouTube pour que vous puissiez accéder à ça, que vous pouvez y revenir, vous puissiez y revenir si vous le voulez, ou que vous pouvez le donner à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui et qui devaient être là, peut-être c'est le cas. Voilà, donc faut pas hésiter. Et puis on est disponible par mail ou par téléphone avec Anne-Maëlle. Si vous avez des questions qui vous viennent, pas maintenant mais qui vous viennent après, ou peut-être des questions qui sont soit confidentielles, soit strictement liées à votre structure, ne pas hésiter à nous appeler, nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un petit mail, il n'y a aucun problème. Moi de toute façon je vous diffuserai, donc j'ai dit le support, le replay, également les dates des prochains webinaires. Cette séance était complète, donc il y a une deuxième session identique à celle-ci qui va se dérouler le 26 février, mais courant mars, bien sûr, il va y avoir la deuxième session du webinaire au sens logique méthodologique, avantages contraintes, logique technique de mise en œuvre de Vitam. Où là, on va rentrer plus dans de l'opérationnel, où on va, par exemple, décrire les briques fonctionnelles qui sont dans Vitam, comment Vitam a intégré l'OIS dans sa solution, parce que c'est une solution qui est vraiment basée sur l'OIS. En termes techniques, comment ça se présente, en termes d'archi, comment ça se présente, les VM, les cœurs, etc. Pour que vous preniez vraiment pas en main l'outil, l'objectif n'est pas là, mais que vous considériez ou pas Vitam dans le cadre de votre solution. C'est vrai qu'on a on a accompagné beaucoup de collectivités, notamment l'année dernière, qui nous disaient, nous, on a lancé cette étude, mais on attend Vitam. Attention à ce discours-là. Aujourd'hui, on a un marché qui est quand même assez intéressant. Des structures n'ont pas la capacité informatique d'administration et d'exploitation nécessaire pour exploiter du Vitam. Parfois, les volumes que vous avez ne justifient pas forcément de mettre en place une machine comme Vitam, et des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché correspondraient tout à fait à vos besoins. Donc nous, c'est ce qu'on disait à ce moment-là, et on continue à le dire, et on continuera à le dire quand Vitam sera là. Vitam répond à un besoin, il y répond plutôt bien, mais il répond pas à tous les besoins. Alors, j'espère que Thierry et Marion ne diront pas le contraire, mais effectivement, c'est important de repartir de ce besoin de vos usages et aussi de vos contraintes techniques et de toutes ces problématiques-là pour arriver à un moment donné à une cible logicielle. On est d'accord, Vitam, pour de tout petits volumes, c'est pas forcément, ça peut être trop contraignant de le mettre en place au niveau de l'architecture, des compétences à déployer, etc. En revanche, rapport à la question qui est remontée plus tôt, une mutualisation de plusieurs petites entités qui utiliseraient un Vitam centralisé as a service, entre guillemets, là, effectivement, ça peut être une bonne piste. Oui, et puis effectivement, ça va dans la logique à d'essor aussi, de mutualisation et effectivement. Et puis, oui, dans ce cadre-là, effectivement, ça paraîtrait plus intéressant. Nous, on a accompagné des collectivités, alors, il y a quelques temps maintenant, donc c'est plus d'actualité, où justement, le département mettait à disposition un système d'archivage et le proposait effectivement comme un service, dans une logique de catalogue de services, aux structures publiques et aux communes dans le département, moyennant une clé de répartition financière, mais voilà, qui coûtait beaucoup moins cher aux petites structures qui n'auraient pas pu de toute façon passer à l'archivage électronique Vitam ou pas d'ailleurs de toute façon. J'imagine que nous parlerons lors de la deuxième session, mais quels sont les principes de cloisonnement? Alors, il faut savoir Vitam, cette logique de cloisonnement, c'est aussi ce qui fait sa force. C'est-à-dire que Vitam est construit selon une architecture en multitenant. Aujourd'hui, quand on est tiers archiveur par exemple, ou quand on mutualise une solution d'archivage électronique entre différents acteurs, en général, on faisait deux choses. Première chose, on instanciait. C'est-à-dire, on installait plusieurs fois la même solution pour différents acteurs. On avait la même solution, si on était différents acteurs, on avait une réflexion commune sur les logiques d'architecture, sur le paramétrage, sur les profils d'archivage, etc. Mais en instance, on avait des choses qui étaient complètement séparées. Deuxième possibilité,
on faisait des silos, c'est-à-dire on se servait des droits d'accès pour siloter, faire des silos à l'intérieur d'une même instance de l'applicatif. Sauf que ça, c'était assez contraignant. En termes fonctionnels, les outils qui étaient à disposition, Azalae, EasyFolder, March, etc., ne le faisaient pas très bien. De ce constat-là, Vitam est parti d'un multi-tenant, c'est-à-dire que d'un simple clic, et quand j'ai vraiment d'un simple clic, on peut créer plusieurs silos, séparer les uns des autres vraiment par rapport aux droits, mais actés dans l'architecture de la solution pour que plusieurs acteurs de sociétés différentes, dans le cadre d'une mutualisation ou d'un tiers archivage, puissent avoir son propre silo, son propre tenant, qui répond à des règles d'archivage qui lui sont propres, avec des durées d'utilité administrative qui lui sont propres, des droits d'accès qui lui sont propres, etc., etc. C'est vraiment, j'installe une fois Vitam dans une architecture, mais je lui adresse plusieurs tenants, on appelle ça des tenants dans Vitam, pour cloisonner l'accès à l'information et le dépôt documentaire à l'intérieur de ces différents tenants. Donc ça marche très bien, par exemple, les tiers archiveurs le font beaucoup. On travaille avec Locarchive et le CINES sur ce sujet-là. Pour eux, c'est une aubaine, parce qu'avant, là où techniquement c'était plus compliqué de faire des silos, là avec Vitam, c'est très simple. Pareil, on travaille avec des collectivités qui ont décidé de mutualiser un certain nombre de choses. Même parfois entre une métropole et une ville, on a deux tenants, un tenant métropole et un tenant ville. Voilà, ce qui permet de scinder l'information pour répondre à des contraintes de confidentialité et des contraintes légales. Alors, on pourrait même, à l'intérieur d'une même structure, faire plusieurs tenants. Par exemple, l'ARH qui veut archiver des documents qui sont assez confidentiels peut faire son propre tenant. Alors là, c'est soumis à étude parce que le tenant amène à une administration particulière et le tenant est isolé. C'est-à-dire, je ne peux pas faire une recherche sur plusieurs tenants. Je ne peux faire une recherche que sur un tenant. Or, si dans une société, je fais plusieurs tenants, forcément, si je lance une recherche sur mon système d'archivage, je vais devoir aller dans chaque tenant pour lancer ma recherche. Donc, il y a des cas d'usage aujourd'hui. On utilise beaucoup le multi-tenant sur le tiers archivage et sur la mutualisation, mais éventuellement, on pourrait l'utiliser sur autre chose par rapport aux besoins. Lors de la présentation du 15 février, le directeur du programme Vitam a dit que la solution n'était pas faite pour archiver à la pièce. Or, je me demande comment archiver un dossier à partir d'un paragraphe ou d'un TDT, je ne comprends pas cette logique. Que savez-vous? Alors, Madame Bozac, en fait, au revoir Eric, bonne journée. Pour vous répondre, en fait, on base le modèle de Vitam, il est basé sur le OAIS. Vous connaissez peut-être l'OAIS, donc le système ouvert des archives, des systèmes d'archivage, en gros qui se fonde, je vais dire, dans la première information la plus importante que vous ayez à retenir si vous ne connaissez pas l'OAIS, c'est qu'il se base sur des paquets d'informations. On a ce qu'on appelle le SIP, c'est-à-dire le paquet d'informations qui va être versé au système d'archivage. Grosso modo, j'ai une application métier, là vous parlez d'un tiers de télétransmission de paragraphe, c'est un bon exemple, qui va me gérer un paquet d'informations. Si je dois le parler en termes concrets, il va prendre un zip avec un bordereau CEDA, donc qui va décrire les informations du document, et des documents. C'est ce qu'on appelle un SIP, un paquet à verser. Quand je verse ce document dans le système d'archivage électronique, ce SIP devient un AIP. Ah oui, pas de souci avec l'OAIS, donc je vais aller un peu plus vite, mais peut-être pour les autres aussi, devient un AIP, c'est-à-dire un paquet archivé, qui peut être différent du SIP. Grosso modo, on peut faire de la conversion de format, par exemple à l'entrée, pour faire du PDF par exemple, puisque le SIP est différent de l'AIP. Ce qui est très intéressant avec Vitam, et là où on vous dit que c'est pas un versement à la pièce, ils ont raison, c'est que il introduit ce qu'on appelle ce qu'on appelle d'ailleurs, il n'y a pas de terme particulier, mais en gros, il casse le SIP. C'est-à-dire, je vais faire un paquet qui vient de mon tiers de télétransmission de 100 documents, par exemple. Je verse 100 documents d'un coup. Les systèmes d'archivage, avant, fonctionnaient sur le stockage de ce SIP. Et on stockait un dossier de 100 documents, avec parfois des documents qui étaient très divers d'un point à l'autre. Si vous parlez d'un tiers de télétransmission, on peut avoir de la signature pour quelque chose et de la signature pour autre chose, mais ça n'a rien à voir. Les deux documents signés n'ont rien à voir. Vitam, ce qu'il fait, c'est qu'il cache le SIP, c'est-à-dire il va créer autant d'unités archivistiques que de documents qui sont versés dans le SIP. Donc chaque document sera consultable et recherchable indépendamment les uns des autres. Donc on ne verse pas dans Vitam unitairement chaque document pour répondre à la contrainte de la non-sécabilité du SIP qui existait avant, puisque Vitam casse le SIP pour faire plusieurs AIP, mais en termes techniques, on va préférer faire des versements de SIP avec plusieurs documents. C'est plus dans des contraintes techniques, parce que quand on verse le document, il y a la vérification du profil d'archivage, des formats, il y a la copie en Y, il y a la redondance, il y a un certain nombre de logiques techniques, qui fait que si je verse des documents de manière unitaire
techniquement, le système va exploser. Ça va demander trop de charge. Donc on va verser un SIP de plusieurs centaines de documents, pourquoi pas, et Vitam va se charger de casser ce SIP et de le diversifier, de le placer dans le plan de classement de Vitam. Voilà, ça c'est une nouveauté de Vitam, par exemple, justement. Voilà, et donc ça se base sur l'OAIS. C'est pour ça, SIP et IP, c'est important que vous compreniez, je verse quelque chose, mais la IP est conservée de manière différente. Et après, on peut faire des DIP, donc là c'est pour sortir, qu'on reconstitue d'une autre manière, même avec des conversions, etc. Tac. Connaît-on le volume minimum, Madame Mangin, du fonctionnement de Vitam? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voulez dire un minimum de documents par jour, par exemple, qu'il faudrait mettre dans Vitam pour que ce soit opérationnel? Ou est-ce que vous parlez d'un volume d'architecture en termes de machines nécessaires, en termes de serveurs nécessaires? Je comprends, puisque j'ai parlé de volume, plutôt comme un volume minimum de fonctionnement à Vitam, comme plutôt un volume documentaire. C'est plutôt ça que vous voulez dire? Alors, Madame Mangin, juste si vous pouvez préciser, si c'est ça, si c'est sur la partie volume de données, il faut savoir, on y reviendra dans le prochain webinaire, que il y a grosso modo, trois architectures qui sont proposées par Vitam. Une première qu'on appelle Small, qui est une architecture, désolé, je parle un peu technique, mais que je déploie sur trois machines virtuelles, 3 VM, qui est une architecture, par exemple, bizarrement, qui n'est pas scalable. Volume pour l'architecture, puisqu'il est pour l'anglais. Oui, ben voilà, volume pour l'architecture. Alors, il y a trois logiques d'architecture. Une première, donc, ce qu'ils appellent Small, en 3 VM. Donc, on va répartir toute l'architecture de Vitam sur 3 serveurs virtualisés. Le problème de ce truc-là, c'est que si je vais rentrer dans des grands volumes ou des grands systèmes d'utilisation, je vais difficilement pouvoir augmenter la disponibilité de mon outil. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que ça se veut scalable, mais dès lors que je pars sur une cible architecture qui soit conforme. Ce qui fait qu'au-delà de cette small, qui pourrait être totalement intéressante, par exemple, si je veux juste faire de l'archivage de PES, ou de l'archivage d'actes, ou de l'archivage de délibération, par exemple, si je suis dans une collectivité, c'est plus difficile si j'ai des gros volumes, par exemple si je veux faire du versement d'adresse mail, si je veux connecter à des applications de marché public, par exemple, ça devient plus compliqué. Et surtout, cette architecture small, finalement, elle se rapproche de ce que fait le marché. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à prendre Vitam si c'est pour faire ça. Là où Vitam prend son sens, c'est justement sur des volumes importants, notamment dans son architecture medium. Et là, c'est là où, en général, on va quand on fait du Vitam. C'est une architecture qui serait partie à peu près dans une quinzaine de machines virtuelles. Donc pourquoi une quinzaine, j'anticipe aussi, j'en parlerai, Anne-Maëlle en parlera plus précisément la prochaine fois. Vitam, c'est une solution qui est construite selon des microservices. C'est-à-dire on n'a pas un gros outil qui fonctionne sur des architectures, c'est plutôt plusieurs petits outils qui fonctionnent main dans la main et que je répartis sur mes machines virtuelles. On a, tout à l'heure, Anne-Maëlle a parlé, une base de données en Mongo. On a Elasticsearch, qui est un moteur d'indexation. On a Kibana, qui est un outil de surveillance, etc., etc. Donc, on répartit ces différentes briques sur cette architecture small d'une quinzaine de VM, je crois que c'est 14 de tête, qui est prérequis. Et là-dedans, on rentre vraiment dans la réelle utilisation de Vitam, où on va pouvoir verser 10 000, 15 000, 20 000 SIP par jour, sans que ça branche de manière particulière. Avec, bien sûr, à côté, des baies de stockage qui permettent d'accueillir ça. Et ensuite, il y a je crois qu'on l'appelle l'XL, je crois. La plus grosse, là, c'est 50 machines virtuelles qui tournent en parallèle, mais ça, c'est vraiment considéré pour très peu de clients. Soit des très gros ministères, comme les armées, par exemple, ça pourrait totalement justifier, et encore, je sais même pas s'ils sont partis sur ça, ou sur, par exemple, on a accompagné le Pôle emploi. Pôle emploi, ça se compte en milliards, les documents qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on va faire une reprise documentaire, et il va y avoir un tout venant qui justifie la mise en place d'une très grosse architecture comme ça. En nombre de documents, ça serait difficile à exploiter. Ça serait intéressant d'ailleurs, votre question est plutôt pas mal. Je dis par exemple, si j'ai 10 000 documents par jour, est-ce que je pars plutôt sur une small ou plutôt sur une intermédiaire? Ça pourrait être intéressant de faire ce benchmark. On l'a pas fait aujourd'hui. Mais si vous êtes accompagné et qu'on vous propose une small, ça veut dire que les outils du marché aujourd'hui, Azalae, Zfolder, Mnesis, trop aujourd'hui, mais je sais pas, tous les autres SAE pourraient totalement faire l'affaire. Voilà. Ouais, Anne-Maëlle me dit, vous l'entendez pas, mais c'est très difficile de passer d'une small à une medium, aujourd'hui en tout cas. Le programme Vitam nous dit, partez sur une typologie d'architecture, parce que c'est difficile de passer de l'une à l'autre. Vitam, il est basé sur l'OAIS, je le répète vraiment, il y a deux choses. Aujourd'hui, si vous connaissez le CEDAC, et si vous connaissez l'OAIS, vous avez compris comment fonctionne Vitam. Aujourd'hui, les droits d'accès, ils se basent sur l'OAIS, à savoir les services versants,
l'administrateur fonctionnel et l'administrateur technique. Les services versants ont le droit de voir les documents qu'ils ont versés, plus les documents pour lesquels on leur a donné une dérogation, à l'intérieur même d'un seul tenant. L'administrateur fonctionnel n'a pas le droit, et l'administrateur technique non plus, de voir les documents. Il a simplement la possibilité de savoir qu'ils existent pour éventuellement débloquer des situations. Il n'a pas le droit de les voir, l'administrateur fonctionnel. À l'intérieur, et entre les deux, je veux dire administrateur fonctionnel et service versant, on a toute une panoplie d'habilitation et de règles d'accès qui peuvent être très très fines. Voilà, par exemple, je suis une personne d'un service versant, je peux voir qu'un document existe, je peux savoir qu'il existe en recherche, mais je peux pas le consulter. Je peux accéder à toute ou partie du plan de classement. Je peux accéder aux métadonnées de mon plan de classement ou je peux ne pas y accéder. Là, vraiment, Vitam, il est très précis sur les droits d'accès qu'on peut donner, mais il se base vraiment sur cette différenciation administrateur technique fonctionnel d'un côté et service versant de l'autre, selon les différentes règles de l'OAIS. Là, on est vraiment très proche, j'ai presque envie de dire d'une GED au sens droit d'accès où on fait un peu ce qu'on veut, grosso modo, toujours dans la limite de l'OAIS, et bien entendu, je l'ai pas dit, mais dans les règles de durée d'utilité administrative, c'est-à-dire voilà, dans la bonne conformité au RGPD dès lors qu'il y a des logiques de données personnelles, et surtout dans la bonne logique des règles de communicabilité. Il faut savoir que Vitam se base sur 3 référentiels qu'il peut importer d'ailleurs. 1, la durée d'utilité courante, la DUC. 2, la durée d'utilité administrative. 3, la durée de communicabilité, le délai de communicabilité, pardon. Avec toutes les règles que propose le SAE de gel, de dégel, de prolongation et de modification de métadonnées en règle avec la NFZ 42013 qui permet de modifier un certain nombre de métadonnées. Mais là, on est vraiment pur là-dedans. Alors, je ne sais pas si des personnes sont au courant, mais actuellement, avec plein d'autres personnes, on est en train de réviser la NFZ 42013 qui va ressortir en 2019 dans une nouvelle version. Et Vitam est intégré là-dedans, donc se base sur les droits d'accès comme décrit dans la norme de service NFZ 42013. Et pour répondre aussi, peut-être pour aller plus loin, Monsieur Germoni, les multitenants permettent aussi vraiment de séparer dans les faits des bibliothèques d'archives d'une personne à une autre. Là, je vois chez vous, peut-être chez les notaires, entre 2 offices notariales, on pourrait très bien avoir un Vitam installé chez vous, par exemple, et N tenants pour N offices notariaux. On dit notariaux? Oui, j'imagine. Et en termes d'administration, voilà, les tiers archiveurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Le CINES, peut-être que vous connaissez, qui est le Centre informatique national pour l'enseignement supérieur, qui offre des services numériques aux administrations de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui passe sur Vitam. L'Ocarchive est passé sur Vitam. Plein d'autres tiers archiveurs sont passés sur Vitam. Ah, vous venez exactement de répondre. Ah bah écoutez, si c'est exactement ça, alors je suis ravi. Alors, je vous invite, je fais de la pub, désolé, mais à venir au 2e webinaire, parce que là, c'est vraiment de ça qu'on va parler, quoi. Et on va rentrer dans les détails de l'architecture, du multitenant, etc. Bon, bah écoutez, merci. Rendez-vous au prochain webinaire, alors. Est-ce que, voilà, si vous voulez aussi, si vous voulez qu'on se rencontre au-delà du 22 mai, donc on sera sur Documation, on est au village Inops, je pense que vous connaissez Inops, enfin ou pas d'ailleurs, c'est une sorte de conglomérat de PME, je sais pas comment on peut appeler ça. On aura un stand donc sur Documation, pardon? Ah oui, les dates, elle m'a dit, c'est vrai, du 19 au 21 mars, à Port de Versailles, à Paris Exposition, donc Palais des Expositions. On y sera les 3 jours, faut pas hésiter à venir nous voir si vous êtes parisien. Et puis, pour les archivistes qui sont là, on sera aussi au Forum des archivistes. Donc là, on n'a pas de stand, on participe plus à des interventions. Voilà. Et donc, vu qu'on a basé notre cycle de webinaire sur Vitam, que ce soit à Documation ou au Forum des archivistes, on va fortement être autour de Vitam. Voilà. Et puis, la journée du 22 mai, vous pouvez aller sur le site internet, et de toute façon, je vous enverrai les liens si vous voulez vous inscrire. C'est une préinscription uniquement maintenant, simplement pour savoir, aujourd'hui, on a réservé un lieu, on a 2 possibilités de salles selon les nombres de personnes qui viennent, et cette préinscription, elle est importante pour nous, non pas pour figer dans le marbre que vous veniez ou pas, mais pour qu'on ait une idée du nombre de personnes qui pourraient venir. Si plus de questions, écoutez, je vous laisse finir votre matinée, allez faire les recherches sur Vitam si vous voulez. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez des choses qui sont peut-être plus précises par rapport à vous, à ce que vous voulez, ou peut-être confidentielles pour lesquelles c'est plus difficile de parler là, ou de m'envoyer un mail à moi ou à Maël.
Voilà. Merci Madame Chabet et puis à bientôt pour tout le monde. Au revoir. Au revoir.